Alors vous savez que il y a cette paracha de la Torah, cette notion qui est écrite dans Parashat Kedushim de Ochiar Tochiar, c'est-à-dire cette mitzvah de réprimander que Minatora, si on voit un juif qui fait une faute, alors il y a une mitzvah de le réprimander. Maintenant, cette mitzvah-là, nous on va la décliner dans une autre approche plus globale, c'est en fait de réussir à accomplir la dimension de la communication la plus difficile, c'est la communication de la remise en cause. C'est-à-dire que quand on veut parler à quelqu'un et qu'on veut faire passer un message qui dérange la personne, parce que c'est ça la tochacha. Ouais, la tochacha, c'est je vais expliquer à quelqu'un qu'il se conduit mal ou elle se conduit mal, il faut changer, il faut évoluer. Et ça, c'est le plus difficile. Parce que malheureusement, le bois a tendance à durcir de plus en plus, d'accord, un peu comme le cerveau de l'homme, donc qui devient dur comme du bois d'ailleurs. Souvent, tu as l'impression de tomber sur un os. Mais cette logique-là, c'est qu'on n'arrive pas à muscler et à travailler ce muscle qui, à mon avis, est le plus nécessaire de tous les muscles, qui s'appelle la remise en cause. C'est-à-dire que la capacité à bouger, la capacité à regarder les choses différemment, à accepter un autre regard, une autre personnalité, une autre approche. C'est ça qui est très 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 difficile. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'assouplissement au niveau des midotes pour réussir justement à absorber cette différence. Parce qu'Hachem, il a fait une grande torture, c'est qu'il a créé des êtres qui sont tous différents. D'accord? C'est que Maria dit que Shem Sheparsufem Shonot, garde Datem Shonot. De la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire que toute la raison pour laquelle Hachem a fait qu'on a tous des visages différents, c'est pour que nous comprenions que l'autre, il est différent. D'accord? Maintenant, j'avais jamais très bien compris cette Guimara, parce que même si on avait tous la même tête, imagine, on avait tous des têtes de bouteilles de Contrex, d'accord? Mais alors, en croisant quelqu'un d'autre dans la rue, j'aurais bien compris que c'était pas moi. Alors pourquoi on avait besoin d'avoir une autre tête pour comprendre que l'autre c'est pas moi? Parce que le da'at, c'est quoi? C'est ma façon de penser, c'est ma perception, c'est mon niveau de sensibilité, mon rapport avec la culture, avec l'argent, avec les nerfs. Chacun d'entre nous, il a un da'at différent. Puisque de la même manière que les visages sont différents, parce que ce n'est pas deux vrais jumeaux, ouais, donc de la même manière, il n'y a pas deux personnes qui ont le même esprit. Donc ça va être l'enfer. Pourquoi? Parce que ce que j'aime le plus au monde, c'est mon point de vue, ma personne, mon prénom, et le pronom personnel je, d'accord? Et d'un seul coup, on me dit, mais tu sais, tu n'es pas seul. Une fois, un khatan, un jeune marié, il a dit à son Rav, Rav, je voulais vous dire que ma femme, elle avait vraiment de la peine, et j'ai été sensible et ça m'a fait plaisir. Alors le Rav, il dit, je suis content de savoir que tu sais compter jusqu'à 2. Ça veut dire arriver à la solidarité, il faut déjà réussir à arriver au pluriel, arriver à la différence. Maintenant, le problème, c'est que comme un homme, une femme est perpétuellement dans ce challenge de réussir à exister, et que malheureusement, toutes les personnes névrosées pensent que l'autre en existant les empêche d'exister, d'accord? Donc, ils vont tout faire pour empêcher ou pour nier l'existence de l'autre, qu'ils ont l'impression que c'est un écueil à leur existence personnelle. Donc déjà, je vais vous soigner de ça en 5 minutes, d'accord? Parce que moi, j'ai pas une piscine à payer, donc je ne vais pas vous faire des consultations. C'est qu'en fait, c'est violent, mais vous pouvez l'écrire sur un mur, le tatouer dans le dos de votre mari. Tiens, pousse-toi, retourne-toi, je vais réfléchir. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Personne ne prend la place de personne. Quand les khad yeshlo makom shelo, d'accord? Maintenant, le problème, c'est que le makom, si tu ne le prends pas, eh ben, personne ne peut le prendre à ta place. Donc, de la même manière que toi, tu as une mitzvah de donner un espace à l'autre pour que l'autre existe, ça s'appelle kavod averiot, le respect de l'autre. De la même manière, toi-même, tu as une obligation envers toi-même de te donner un espace pour exister. Ah, mais alors quelle différence entre ça et l'orgueil? Non, l'orgueil, c'est de croire que tu es plus que ce que tu es. Ouais, ou croire que tu es moins que ce que tu es. Mais penser que tu es ce que tu es, c'est pas de l'orgueil. C'est le contraire. C'est de la modestie. Parce que dit le Nefesh HaChaim, il dit Anavaz Yamakir et Mekomo, celui qui connaît sa place. D'accord? Alors si toi tu es très compétent et c'est ta place d'être compétent, c'est pas de l'orgueil. Mais si tu n'es pas compétent et tu te prends pour incompétent, c'est de l'orgueil. Alors si tu es compétent et tu penses que tu es nul, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil inversé. C'est quand tu dis je suis le meilleur, c'est de l'orgueil, parce que si tu n'es pas le meilleur. Et quand tu dis je suis le pire,
c'est de l'orgueil. Mais à l'inverse, comme il y a plus 50, moins 50. D'accord? Des fois, des gens, par exemple, ils pensent qu'ils ont le monopole de la souffrance. Ils pensent qu'ils sont une réincarnation vivante du cotel. Et d'ailleurs, ils sont convaincus, et toi-même, tu le ressens, parce que tu as envie de leur mettre un papier dans le nez, tu comprends pas pourquoi. Ouais. J'ai l'impression que ça va me porter bonheur. En fait, alors si tu leur dis, tu sais, il n'y a pas que toi qui as souffert, il y a eu la Shoah, il y a eu la mort, il y a eu le cancer, bon, toi, tu as juste raté le permis. Ouais. Et ben le gars, il s'énerve, il se vexe. Pourquoi? Parce que tu lui as enlevé le monopole de la souffrance. Donc, il pense qu'il est le pire. Comme tu veux, non. Ou qu'il est le meilleur. Non, tu n'es ni le pire ni le meilleur, tu es toi-même. Tu es toi-même. Quelqu'un m'a demandé, mais comment on fait pour devenir bon? Je dis, il faut faire des efforts. Il m'a dit, comment on fait pour être nul? Je dis, reste naturel. donc c'est quoi l'idée? Il y en a qui réussissent du premier coup. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Non, ils se mettent à plusieurs, vous voulez dire. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que Hachem, il a fait cette horreur qui s'appelle l'autre. Ouais. Mais il a fait ce bonheur qui s'appelle l'autre. Maintenant, si tu le vis bien, l'autre, ça s'appelle le bonheur. Si tu le vis mal, ça s'appelle l'horreur. D'ailleurs, l'inventeur du détartrant, comment il s'appelle? Sartre. Ouais. Il a dit, l'enfer, c'est les autres. Oh, vous connaissez vos classiques, d'accord? Il avait raison ou non? Oui, non, oui, non. N'ayez pas peur, on est entre nous. Non, il a raison, mais pas pour les juifs. Bah oui, parce que la meilleure manière d'aller au Lamaba, justement, c'est l'autre. C'est pour ça que le Rambam dans PA là-bas, il rapporte qu'Hachem est plus makpid sur les mitzvot ben adam lachavero que ben adam lamakom. Les mitzvot envers les autres. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, si tu n'as pas eu le pardon des hommes, Hachem ne peut pas te pardonner. Ça ne veut pas dire que Dieu il est humaniste et que Dieu il aime la personne. Et que... Non, ça c'est une vision humaniste justement de la Torah. C'est-à-dire l'humanisme, c'est quand tu enlèves la Torah du judaïsme, il reste l'humanisme. T'as compris? Ouais. Donc maintenant, non, c'est pas ça. C'est que Hachem, il sait très bien que l'épreuve que tu peux avoir envers l'autre, elle est toujours plus grande que l'épreuve que tu peux avoir envers la réalité ou envers Hachem. Vous suivez ou non? C'est-à-dire de se retenir de ne pas transgresser Shabbat, ouais, c'est plus difficile, c'est moins difficile que de se retenir de ne pas dire du Lachon Hara sur une belle-sœur qui a mal parlé sur toi à ta belle-mère. Que tu pries pour qu'elle meure. Dans la souffrance, d'accord? Mais ça, je parle vraiment des gens qui ont des liens familiaux très forts. Hein. Les autres, j'ose même pas imaginer ce qu'ils espèrent. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est que l'épreuve, avec l'autre, elle va être plus grande. Or, quand l'épreuve est plus grande, ça veut dire que le srar, il est plus grand. Mais le srar, pas en tant que récompense seulement, la mava. C'est que ta nature, elle va changer beaucoup plus. Parce que là, le Midrash Tantrouma, il dit Amar Rabbi Akiba lo nitnu, Torah mitzvot, et là, les tsaref et ta bériot. La Torah et les mitzvot ont donné les tsaref. C'est quoi les tsaref? Ouais, c'est pas tsirouf, l'associé. Non, c'est purifié. C'est le verbe que, quand on prend un métal qui est brut, et qui est mélangé avec du métal et avec du minerai et avec de la saleté, et on le fait fondre, ça fait ressortir toute la crasse. Et ben c'est ça les tsirouf. C'est-à-dire que nous avons de la matérialité, de la bêtise, de la lourdeur, de la haine, de la rancune, de la bestialité, de l'humanité, quoi. Ouais. Et on doit atteindre la sainteté. Maintenant, la seule manière d'atteindre la sainteté, c'est de soustraire la bestialité ou la bêtisité, d'accord? Et ça, c'est le travail du tsirouf. Alors, quand quelqu'un t'énerve, d'un côté, il t'énerve, mais de l'autre côté, il t'aide à travailler la patience. Vous suivez ou non? Quand quelqu'un ne comprend rien, donc toi, tu es obligé de lui expliquer, mais c'est comme ça que tu es devenu intelligent. Quand quelqu'un il a besoin de travailler et que toi, tu as du travail à lui proposer, tu fais du chesed. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, la réalité qui est devant moi, elle va m'aider à grandir, à devenir encore plus moi. Mais ça vient de quoi? Ça vient de la différence. Parce que celui-là, il est plus chacham, et celui-là, il est plus riche, et celle-là, elle est plus belle, et celle-là, elle est plus mince. Ouais, et celle-là. Donc il y aura toujours des différences. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que je vais faire avec la différence? Alors c'est ça l'idée. L'idée, c'est que toutes les mitzvot ben adam lachavero, en fin de compte, ça sert à apprendre à vivre avec la différence de l'autre. Maintenant, il y a une différence aussi de point de vue, il y a aussi une différence de comportement. Et là, hein, on rentre directement dans le domaine qui nous intéresse, c'est la communication. Parce que communication, là j'ai expliqué plusieurs fois, communication ça vient de communiquer.
Communiquer, c'est commun. Commun, c'est comme un. Commun. Ouais. Alors, quand on n'arrive pas à communiquer, donc on ne peut pas être en com-union, donc c'est normal qu'au bout d'un moment, on n'a plus rien en commun. Maintenant, tu peux essayer en com2, en com3, mais ça passe pas. Parce que le modem n'est pas reconnu. D'accord? Donc, il faut créer de la communion. Maintenant, le problème, c'est que de la communion, c'est un paradoxe en soi. Parce que puisque toi, tu es unique et moi, je suis unique, comment veux-tu qu'on fabrique de la communion? C'est ça le problème. Parce qu'encore une fois, la personne, on a dit que chacun est différent. En fait, chacun a une neshama différente, et chacun a un date différent, et chacun a un corps différent, et chacun a une sensibilité différente, une culture différente, une approche différente, une lecture différente. Il a une neshama différente, une tendance de la neshama différente, une perception de la réalité différente, un sens de priorité différent. C'est-à-dire, on n'a rien à voir. C'est un hasard de la nature qu'on soit sur la même planète. C'est une grande question. Pourquoi le bon Dieu qui a fait 600 milliards d'étoiles, ouais, que dans notre galaxie, il aurait pu faire 7 milliards de planètes habitables? Et on aurait été chacun sur une planète, avec un Sefer Torah, tranquille. Non, il a dit une seule planète habitable, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, sauf si vous avez un cousin qui s'appelle Iti. Iti, vous connaissez Iti? Il retourne toujours à la maison, il appelle sa mère. Ouais. Iti, entièrement tunisien, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ah bah, c'est vrai que c'est des extraterrestres. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, je sais plus de quoi je parlais. Ah oui, c'est que pourquoi le bon Dieu, il nous a mis tous sur la même planète? Alors rappelez-vous que quand Hachem fait quelque chose, non seulement c'est bien, non seulement c'est vrai, mais en plus, c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, ça veut dire que j'en ai besoin. Si j'en ai besoin, ça veut dire qu'en fin de compte, ce qui me dérange chez l'autre, c'est une nécessité pour moi. Donc il faut que le Rav il soit 100 fois plus fort que les élèves, il faut que la femme elle soit différente du mari, au moins complémentaire, il faut que les enfants ils soient différents de leurs parents, et les parents différents de leurs enfants, il faut que l'employé il soit différent du patron, et tout c'est ce mélange-là de paradoxes qui crée le mouvement. Parce qu'en physique, le mouvement est créé par l'opposition de deux forces opposées. Il y a une force qui s'appelle le poids, une force qui s'appelle la pression. Donc quand la pression s'applique sur le poids, l'objet se déplace. Mais il faut une contradiction. D'accord? C'est comme à l'intérieur. Il y a Yetzara, Yetzeratov. Donc il y a un mouvement. Comme l'homme et la femme. Vous voyez, hier j'étais en Israël. Et j'étais à Ramat Beth-Shemesh et un couple sont venus. Oui, on n'a pas la même opinion. Je dis, mais c'est pour ça qu'on épouse quelqu'un du sexe opposé. Très très important. Parce qu'elle a une vision féminine, toi tu as une vision masculine. Quand vous superposez les calques, ça donne la vision émette. Maintenant toi, tu vas avoir une tendance de ce côté-là, toi tu vas avoir une tendance de ce côté-là, et chacun va rééquilibrer l'autre. C'est exactement comme le vélo. Quand vous appuyez sur la pédale de gauche, sans aucune connotation politique, d'accord? Donc, le vélo va à gauche. Quand vous appuyez sur la pédale de droite, il va à droite. Donc, vous êtes obligé d'appuyer sur les deux en même temps pour équilibrer. Ben, c'est exactement pareil. La recherche du compromis perpétuel entre l'homme et la femme forme le Hémet. Tu as besoin. Ouais. Comme le prof et l'élève, même si le Rav il est très bon, il a besoin des élèves. Parce que c'est les élèves qui vont le mettre en situation d'exigence de dire le meilleur. Et leur soif d'apprendre, elle va générer chez lui des connexions au niveau de son cerveau qui vont lui faire trouver des chidushim. Donc, un, il a besoin de l'autre et l'autre, il a besoin de l'autre. Ça s'appelle la communion et la solidarité. Donc si on comprend ça, dans la communication, c'est encore plus mis en relief. Parce que toi, tu as une façon de penser, l'autre, il a une façon de penser. Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai renoncé à communiquer. Puis ça sert à rien de communiquer. Parce que quand tu parles, tu vas exprimer 20 unités d'expression. Sur les 20 unités, il y en a 18 qui sont bloquées par l'autre. J'aime pas ton genre, j'aime pas ton style, je comprends pas ce que tu veux, tu m'imposes, tu m'écrases, tu te prends pour qui, ça me saoule, j'aime pas ton mode de pensée. Alors ça sert à rien, parce que si à chaque fois que tu parles 19 unités, il y en a 20 unités, il y en a 19 qui sont retenues, comment veux-tu que le gars il comprenne de quoi tu parles, parce que de toute façon, il a qu'un 20e de ce que tu dis. Vous me suivez ou... D'accord? Donc c'est plus facile de se taire. C'est comme quand le père parle au fils. Le père demande un truc au fils. Le fils, bien sûr, fait autre chose. C'est normal. Parce que l'enfant est ingrat même quand il est maigre. C'est un phénomène. D'accord? Donc maintenant... Donc le père lui dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Alors le fils il dit, papa, j'ai fait ce que tu as dit.
Alors le père, il dit, oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Alors le fils, il a dit, alors fallait me dire ce que tu veux me dire, au lieu de me dire ce que tu me dis, parce qu'en me disant ce que tu me dis, moi j'ai cru que c'est ce que tu voulais. Alors il dit ce que je veux, j'ai pas besoin de te le dire. Donc en le disant, il a induit en erreur, puisque l'autre, il croyait que c'est ça qu'il voulait. Alors il dit, oh, mais s'il dit rien, comment l'autre, il va savoir ce qu'il veut? Ça s'appelle dialogue de sourds. Ou alors scène de ménage dans une famille marocaine. D'accord, mais c'est ça l'idée. C'est que on est confronté. Maintenant, d'un côté, il faut qu'on se comprenne, et d'un autre côté, il faut qu'on ne se comprenne pas. Ben oui, parce que quand on ne se comprend pas, on va faire l'effort de se comprendre. Et c'est ça qui va nous rapprocher. Alors que si on se comprenait sans avoir à parler, en fait, on ne se rapprocherait jamais. Maintenant, le problème, c'est que pour réussir à se comprendre, puisque comprendre, ça s'écrit avec un M, c'est comme prendre. Si vous l'avez écrit avec un N, ça change complètement, sans vous prendre pour quoi que ce soit, d'accord? Donc quand je veux comprendre, je veux comme prendre. Ça, en français, on dit saisir. Est-ce que tu saisis ce que je dis? Le gars, il dit, mais comment veux-tu que je saisisse le fil de ta pensée? Quand tu parles, il y a une espèce de d'onde magnétique qui s'exprime, et moi, il faut que je l'attrape. Mais comment je veux que tu l'attrapes? Enfin, ça fait ça. On dit, alors tu n'as pas saisi ce que je voulais? Ouais. Donc vous avez compris en vérité que comme prendre, c'est prendre. Prendre, c'est quoi? C'est investir positivement et dynamiquement la volonté de percevoir ton da'at. Maintenant, si je ne suis pas impliqué intellectuellement et volontairement et positivement de comprendre ce que tu dis, je ne vais pas le comprendre. C'est ça le problème. Par exemple, souvent les gens qui ne se comprennent pas, en vérité, souvent ne se parlent pas. Bah oui, parce que quand vous parlez à quelqu'un, moi j'ai une certaine expérience de communication, quelqu'un vous pose une question, d'accord? Vous lui répondez. À peine vous avez fini de répondre, il pose une question. Donc en fait, il pensait à sa question pendant que vous étiez en train de parler. Donc il n'a pas entendu la réponse, d'accord? Donc comment est-ce qu'il peut croire qu'il va comprendre la réponse, puisque pendant qu'il lui donnait la réponse, il pensait à une autre question. Donc ça, c'est des gens qui ne sont pas intéressés par la réponse, ils sont intéressés par la question. Ce qu'on appelle des FTM, des fouteurs de... D'accord? Donc, ils ne sont pas intéressés du tout à entendre, à comprendre, à évoluer, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent montrer qu'ils ont quelque chose à dire. Donc à ce moment-là, tu te tais, tu les laisses parler. Ils sont contents. Ils disent alors, t'as rien à me dire? Ben non, tout a été dit. D'accord? Ouais, c'est vrai, c'est à la limite du SPED. D'accord? Mais ou du SPEC. D'accord? Parce que c'est rare que le mort te réponde. C'est rare. C'est arrivé des fois, mais ça fout la pagaille au niveau de l'héritage, donc on essaye de vérifier la mort avant. Mais cette idée-là, c'est quoi? C'est que quand toi tu parles, l'autre il écoute. Après l'autre il parle, toi tu écoutes. Ça s'appelle la dialectique. D'accord? Ça a l'air évident, tu dis bon, c'était pas la peine de venir de la galoute pour raconter un truc pareil. Je vous dis, 99% des gens ne communiquent pas. Ils ne parlent pas. D'ailleurs, ça sort un phénomène bizarre. C'est que par exemple, la Gemara, elle dit que Beth Shammai et Beth Hillel étaient en marloquette, et le Tosfot, il rapporte que la grandeur de Beth Shammai, c'est qu'il connaissait l'argumentaire de Beth Hillel. Et Beth Hillel, il connaissait l'argumentaire de Beth Shammai. Alors quand tu sais qu'il y a des discussions qui ont duré 2 ans et demi, des gens qui avaient un cerveau qui était à peu près 20 000 fois la tête d'Einstein, donc un argumentaire qui dure 2 ans et demi, c'est-à-dire que pour nous ça correspond à peu près à 30 000 ans de réflexion, d'accord? Et que chacun connaissait l'argumentaire de l'autre. Maintenant, les 3/4 des gens ne connaissent pas l'argumentaire de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas l'écouter. Comme ils ne peuvent pas l'écouter, donc ils ne peuvent pas ne pas être d'accord. Parce que pour ne pas être d'accord, il faudrait connaître l'argumentaire et dire je ne suis pas d'accord. Mais comme les 3/4 des gens ne veulent pas écouter l'autre, donc ils ne peuvent pas être d'accord. Parce que pour pouvoir être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord. Ça va? Maintenant, si pour pouvoir être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Puisque vous pouvez être d'accord. Donc c'est là que tu sens que la différence entre la psychiatrie et l'intellect. Parce qu'au départ, c'est une question intellectuelle, mais après, avec l'ego, la bêtise, la psychorigidité, la maroquinerie, la tuniserie, c'est devenu maintenant une problématique. C'est devenu un mal-être. C'est devenu une agression, c'est devenu du harcèlement, alors que sur la base, c'était une question. Donc tant que quelqu'un
n'est pas libre émotionnellement de la problématique émotionnelle qui développe autour de sa recherche intellectuelle, ce qu'on appelle Ahmar, en résumé, je suis obligé d'employer un certain nombre de mots en arabe pour préparer l'intégration dans la France de demain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme dit Marine, on ne va pas se voiler la face. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes très sérieux ce soir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que je ne veux pas entendre ce que tu dis, ouais, comment ça peut donner l'espoir que je vais comprendre ce que tu dis et que l'espoir que je pourrais être d'accord avec toi. Alors si déjà, dans un discours, on verra les cas personnels après si vous voulez, d'accord? Mais si déjà, dans un cas intellectuel maintenant, même des professeurs, ouais, ils mélangent leur ego, du coup ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors quand il s'agit carrément de problèmes personnels et qui touchent carrément à la chose la plus violente qui existe, pire qu'une ablation d'un membre sans anesthésie, ouais, qu'on appelle la remise en cause, parce que les gens ils préfèrent mourir que de changer, ils préfèrent mourir que de reconnaître qu'ils ont tort, ils préfèrent mourir que d'imaginer qu'il peut y avoir un autre point de vue que leur point de vue divin, puisqu'ils sont la réincarnation de Dieu dans le monde. Ben oui, c'est pour ça que le mot Dieu et le mot je se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Si Dieu veut. Le mot Dieu et le mot je se ressemblent. C'est pour ça qu'il y en a qui se prennent pour Dieu. Parce qu'ils ont divinisé leur jeu. C'est arrivé il y a 2000 ans, il n'y a pas très loin d'ici. Il s'est pris pour le bon Dieu, mais il a été très vite épinglé. Donc ça veut dire quoi? Bon, ça vaut pas un clou, c'est pas la peine de s'apesantir. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait une croix dessus. D'accord, donc c'est quoi l'idée? L'idée... Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Faut jamais toucher. L'idée, vous avez compris maintenant, c'est la différence. Et l'idée, c'est le point de vue. Et l'idée, c'est la remise en cause. Alors le problème, c'est ça. C'est quelle approche je dois avoir pour espérer, Bezrat Hashem, réussir à faire passer un message qui est encore une fois le plus difficile, qui s'appelle le message de la remise en cause. Alors, ça, vous avez déjà écouté la démonstration de Ben Chetrit sur la remise en cause ou non? Oui, non? Parce que je l'ai dit tellement de fois que... Non, mais sur le net. C'est tout sur le net? Ah, mais c'est pas net. D'accord. Alors donc, bon, je la redis, c'est pas grave, parce que ça fait réfléchir et au pire, on sort un peu plus intelligent. C'est qu'en fait, il y a une notion en français qui s'appelle la remise en cause. Je sais que vous parlez français, mais je vais quand même me permettre, parce que souvent, on ne réfléchit pas aux mots qu'on utilise. Donc, il y a remise en cause. Alors, si on décompose, il y a d'abord la cause. La cause, c'est la loi de causalité. La cause implique la conséquence. D'accord? Maintenant, ce qui est une base de la croyance. Parce que la cause, elle implique la cause, qui implique la cause, qui implique la cause. Et la cause des causes, c'est Dieu. Toujours les Sfarim, ils appellent Sibat à Sibot. C'est Dieu qui est la cause des causes. Donc celui qui ne croit pas à la loi de causalité ne croit pas en Dieu. Parce qu'il pense qu'il n'y a pas de cause. D'accord? Maintenant, après, il y a la mise en cause. C'est quoi la mise en cause? C'est d'accepter d'être la cause. En anglais, c'est be cause. D'accord? Donc, quand j'accepte que je suis la cause, ça veut dire que je suis concerné par la réalité, et cette réalité, elle est adaptée à moi puisque je suis dedans. Maintenant, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas forcément à cause de moi, d'accord? C'est encore à cause de moi, je le vis très mal que c'est à cause de moi, il y a une dimension anxiogène à parler du principe de à cause de toi, oui, mais en vérité, quand je dis que tu es la cause, ça veut aussi dire que c'est grâce à toi. Pourquoi tu prends mal que c'est à cause de toi? Parce que tu es la cause. Vous me suivez ou non? D'être la cause, ouais, d'accepter que je suis la cause. Maintenant, le fait d'être la cause, ça veut dire que je suis le problème, mais je suis aussi la solution. Maintenant, est-ce que moi, je peux ne pas être mis en cause? Quelqu'un peut dire, non, je ne suis pas en cause, je suis pas en cause. Alors moi, je raconte toujours la même histoire parce qu'elle est très facile à comprendre. C'est David, il dit à sa femme, il dit, moi chérie, tu étais à la bar mitzvah des chiches portiches? Elle m'a dit, non, pas du tout, je n'étais pas. Attends, chiches portiches, j'ai fait la bar mitzvah la semaine dernière. Ouais, juste à Bike Vegan. Tu étais là-bas? Non, je te jure, sur la vie des enfants, je n'étais pas là-bas. La femme me dit, écoute, j'ai un problème parce que j'ai passé l'après-midi avec Madame Chiche-Portiche
et elle avait l'album photo de la bar mitzvah, et sur toutes les photos de la bar mitzvah, tu es dessus. Alors comment tu peux être sur l'album et ne pas être à la bar mitzvah? C'est bizarre, non? Bon, faut dire qu'il avait un doctorat de mythologie. Hein. Il a étudié la mytho pendant des années. Donc, alors l'idée c'est quoi? L'album photo, vous avez compris, c'est la vie. Comment tu peux être sur les photos et ne pas être dedans? Parce que qu'est-ce que tu fous dans la situation si tu n'es pas concerné? Et là-bas, parce que tu le vis mal. Et concerné, ça peut s'écrire en 2 mots. D'accord? Et c'est ça ton problème. En vérité, tu te sens cerné. Mais si tu dis, si je suis là, donc, je dis, oui, mais il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. Oui, on connaît ce réflexe infantile, d'accord? Mais si tu es là, si tu es seul, tu es concerné à 100%, parce que le bon Dieu, il t'envoie une chose qu'il a adaptée à toi. Ça s'appelle la Emouna en français. Ouais. Si on est 2, tu as 50%. Si on est 3, il y a 33%. D'accord? Mais tu es concerné à 100% par 33% de la situation. Ou tu es concerné à 33% par 100% de la situation. Mais tu ne peux pas dire que tu n'es pas concerné. Qu'est-ce que tu fous là? Je me dis, non. Bon. Donc ça veut dire c'est quoi cette idée-là? L'idée de la mise en cause, c'est d'accepter que tu es concerné par une situation qui est en face de toi. Ce qu'on appelle vulgairement la responsabilité. Donc la mise en cause, c'est la responsabilité. Ah, maintenant, si c'est ça la mise en cause, c'est quoi la remise en cause? Ça y est, tu m'as déjà mis en cause, c'est bon, je suis en cause, j'ai compris, j'assume, je suis en cause. Alors c'est quoi la remise en cause? Comme dans l'Agmar, Adar ve Amar. Ouais, Adar ve Asa. Pourquoi c'est quoi re? À quoi ça sert re? Ouais. Bon, vous allez me dire, c'est la première expression du bébé. Non, mais c'est quoi? Remise en cause. Il y a déjà la mise en cause, c'est la responsabilité. Donc c'est quoi la remise en cause? Genre, en fait, la remise en cause, c'est l'expression de la perpétuité du sentiment de responsabilité. D'accord? D'accord? Donc et c'est quoi le sentiment de perpétuité de la remise en cause? C'est la maturité. La maturité, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Maintenant, si vous dites que la remise en cause, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité, donc automatiquement, de manière implicite, les gens qui ne sont pas matures n'arrivent pas à se remettre en cause. Et la difficulté à se remettre en cause est un signe d'immaturité. Ça va? Donc je sais que vous pensez à quelqu'un d'autre, mais il faut penser à vous. D'accord? Donc, parce que chacun, il fait un transfert. Ce qui est déjà un signe d'immaturité. C'est comme si tu vas chez le coiffeur et tu dis faites un shampoing à ma femme. Tu dis je peux pas, mais c'est vous qui êtes devant moi. Donc moi je vous fais un shampoing à chacun. Donc arrêtez d'imaginer que je suis en train de shampouiner l'autre. D'accord? Je frotte très fort en plus. Donc c'est quoi l'idée? Ah, ça va mousser ce soir. Hein. Je vois déjà des perruques qui frisent. Donc c'est quoi l'idée? Peu nombreuse au demeurant, mais restez calme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la remise en cause, en fin de compte, c'est une maturité. Mais c'est quoi la maturité? La maturité, c'est d'accepter la réalité qui est devant moi. Donc ça revient à Audon Kolo, cousin de Marco Polo, à la Emouna. Ok. Maintenant, moi je réfléchis maintenant. Je suis là devant une situation. Cette situation, elle me pose une question. Cette situation, elle me remet en cause. Cette situation, elle m'oblige à changer. Cette situation, elle m'oblige à grandir. D'accord? Donc, si je crois en Dieu, sinon il vaut mieux que j'habite un étage élevé, mais si je crois en Dieu, donc je dis, cette situation, elle est là pour me faire grandir. D'accord? Maintenant, de la même manière qu'elle est là pour me faire grandir à moi, elle est aussi là pour faire grandir la personne qui est en face. Maintenant, normalement, chacun devrait être capable de tirer l'enseignement de remise en cause qu'il y a dans la situation. Qu'est-ce que je dois faire quand l'autre ne se rend pas compte du message de remise en cause qu'il y a dans la situation? Je dois le prévenir. Je dois la prévenir. Ça s'appelle en hébreu la tochacha. C'est ça la tochacha. D'accord? La tochacha en hébreu, ça veut dire la réprimande. Mais alors c'est quoi, encore une fois, la réprimande? Eh ben c'est d'aider l'autre à s'orienter vers le chemin de l'évolution. Alors, tant que tu vas aller dans cet esprit-là et dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois que ça génère du blocage, de la frustration, de la honte, de la psychorigidité, de la susceptibilité, c'est que tu n'as pas utilisé le bon moyen. C'est pour ça que quand c'est marqué dans la Torah, Ochiach tochiach et amitecha, juste avant, c'est marqué Lotisna et achicha midvavecha. Tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Quel rapport? Alors il dit le Rav Shushan Raphaël Hirsch, qui était très très religieux, il aurait pu habiter à Homa, il a dit que quand tu veux faire une tochacha, tu veux faire une réprimande, réfléchis d'abord
si elle n'est pas motivée par la haine. Bah oui, parce que les hommes de Cro-Magnon, ils se tapaient avec des massues. Mais les gens civilisés, ils se tapent avec des reproches. Ça s'appelle le harcèlement moral. Ouais. Alors, a priori, ça part d'une bonne intention. C'est pour ça que les goïms, ils ont une phrase extraordinaire. Pour ça, ils disent, bah écoute, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc tes bonnes intentions, tu les gardes pour toi. Et si vraiment tu as un pavé, bah, tu te le mets dans la tête. Ouais. Mais c'est ça la logique. La logique, c'est que moi, je dois faire très très attention quand je parle, quand j'agis, même quand je pense. Est-ce que ça part d'une bonne intention ou ça part d'une mauvaise intention? Parce que si ça part d'une mauvaise intention, c'est sûr que ça va provoquer du mal. Alors les gens ne se rendent pas compte, mais une mauvaise parole, par exemple, ça fait mal. Ok. Parce que ça voulait être mal, ça voulait faire du mal. Un mauvais acte, d'accord? Même un regard, une attitude. Ouais, tu dis à quelqu'un, ah tiens, je vais venir t'aider dimanche. J'ai rien fait. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ce chidour là? T'as rien dit, hein? C'est pas du lachonara. Si, c'est du lachonara par signe. Un signe, hein? Genre, je préfère ne rien dire. J'ai tout dit. En vérité, ça c'est des pensées qui résonnent tellement fort qu'elles résonnent dans les couloirs, celle-là. Parce que t'as tout à fait compris que c'est pas pour toi. Alors comment ça se fait? Pourtant t'as rien dit. Pourtant on dit je ne vous le fais pas dire. D'accord? Mais en fait tu le fais dire. C'est comme les gens qui disent ah, je te raconte pas. Je dis mais si, raconte. Ah, je te raconte pas. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que si moi je ne peux pas avoir une traçabilité de l'intention qui va véhiculer le mouvement qui s'appelle s'adresser à l'autre, il faut que je fasse attention. Parce que peut-être qu'il est imprégné de haine, peut-être qu'il est imprégné de méchanceté, peut-être qu'il est imprégné de lourdeur, peut-être qu'il est imprégné de rancune et de vengeance. C'est pour ça l'otisna et achicha. Et rappelez-vous cette phrase de Ben Chetri très connue, que Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad, donc c'est faire un, mais sin A, au niveau phonétique, ça ressemble à Shnaïm. Donc c'est faire deux. Donc la sin A, c'est d'engendrer la fracture, et l'amour, c'est créer le lien. Or, rappelez-vous que Ve'afta l'ereach kamocha, c'est une misva positive, et que l'otisna et achicha, c'est une misva négative. D'accord? Ça s'appelle shev ve'al ta'aseh. Ça veut dire que dans la haine, il faut être passif, et dans l'amour, il faut être actif. Exactement l'inverse de ce qu'on fait en général. On est passif dans l'amour. Je dis, écoute, les sentiments ne sont plus là. Si Dieu veut, ils vont revenir. Genre un courant d'air ou là un parfum. Je dis, mais tu veux pas qu'on sorte ensemble, qu'on fasse des choses, qu'on se fasse plaisir? Pour l'instant, j'ai plus de sentiments. Voilà, on va attendre les hasards cosmiques. Peut-être qu'il y a un champ magnétique qui va repasser par là et ça sera à nouveau le coup de foudre. Non. Si tu veux des sentiments, investis-toi. Parce qu'on aime les gens envers qui on s'investit. Donc les gens, ils pensent le contraire, qu'on s'investit envers les gens qu'on aime. Ça va? Et deuxièmement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il me fait? Il y a un Satan aujourd'hui, c'est bizarre. De quoi je parlais? Voilà. Et nous, on est passif dans l'amour et actif dans la haine. S'il y a tout ce qui ne va pas, les points négatifs, les erreurs, on retient ça. On fait attention. D'accord? Donc on est actif dans la fracture, mais on est passif. Donc on est actif dans ce qui nous sépare et passif dans ce qui nous rapproche. Il faut être le contraire. Il faut fermer les yeux, il faut faire genre t'as pas compris, il faut passer à autre chose, il ne faut pas tenir compte, il faut être mévataire, même quand tu es en dehors des toilettes. D'accord? Donc pour réussir à... Il y en a que deux qui suivent, ça fait plaisir. D'accord? Il n'y a pas de problème. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si la Torah, elle a dit Lotisna et achicha, tu ne haïras pas ton prochain, et juste après la Torah, elle a dit Ochiach Tochiach, ça veut dire que toi, tu dois sonder à l'intérieur si ta Tochacha, elle va rapprocher ou elle va séparer. Elle va casser, ouais, ou elle va construire. Tu te débrouilles. Maintenant, sache, c'est badouk, que si ça part d'un sentiment négatif,
qu'il y a de la haine, ou qu'il n'y a pas de fraternité, ou qu'il n'y a pas d'amour, ou qu'il n'y a pas de solidarité, fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau de religion, ferme-la. Tu dis oui, mais je vais le sauver de la vera, ça saut, je suis là pour ça. Non, 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 tais-toi. Ton silence laisse le bénéfice du doute. Mais ta parole enlève le doute. Oui. Ça, c'est premier principe. Deuxième principe, c'est que Tochacha, il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch aussi, c'est un lachon de Ochacha. Ochacha, c'est quoi? C'est la clarté. Maintenant, il dit que la haine, elle vient du manque de clarté. Pourquoi? Parce que, encore une fois, toi, tu as un point de vue, moi, j'ai un point de vue. Un point de vue, c'est quoi un point de vue? C'est pas seulement que j'ai vocalisé ma différence, c'est que j'ai vraiment un angle de vue différent. Moi, quelqu'un me dit, ma belle-mère, elle veut ma mort, elle est malade, elle est schizophrène, elle veut me détruire. Je dis, mais ta belle-mère, c'est pas qu'elle t'aime pas, c'est qu'elle est malade. Elle est vraiment schizophrène. Elle prend des médicaments. Oh la pauvre, je vais prier pour elle. Je sais pas, il y a 10 minutes, tu priais pour qu'elle meure. Maintenant, je te dis qu'elle est malade, tu pries pour qu'elle s'en sorte. T'as rien fait, t'as juste changé de point de vue. D'accord? C'est pareil. Je dis, bon, la maison, elle coûte 3 millions de shekels. 3 millions de shekels? T'es un malade. 3 millions? T'es un malade. 3 millions? T'es un malade. Ok, mais tu vas payer 4 000 shekels par mois. Ah, 4 000? Ok. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé de point de vue. C'est tout, ça s'appelle le crédit. Ouais, ou l'embrouille. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Donc ça veut dire... C'est ce qu'on dit, Mashkantan. C'est dire, je tant que t'en as, parce qu'après, il n'y en aura plus. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Donc c'est quoi l'idée? En plus, c'est une nouvelle, ça vient d'arriver, ça doit être ici. Moi non plus, j'assiste à des cours des fois. C'est vrai, c'est comme les voyages. Je voyage tellement, des fois je me croise. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la ochacha, c'est la clarté. Donc, et la haine, elle vient du flou. C'est pour ça que les gens qui veulent maintenir la distance, ils ont un comportement ambigu. Ouais, comme ça, parce que le flou crée l'incompréhension qui crée la distance. Par contre, la clarté, mettre les choses à plat, poser les choses, ça clarifie. Maintenant, étant donné que, on a dit que chaque démarche existentielle, malheureusement, elle est aussi porteuse d'un contenu psychologique, d'accord? Donc moi, j'ai peur qu'on ne se comprenne pas, et j'ai honte aussi qu'on ne se comprenne pas. Donc il y aura toujours un habillage psychique à une démarche intellectuelle. Vous me suivez ou non? Donc l'ego, il va être en même temps que la volonté. Mais a priori, on est intellect, moi tu parles, moi je parle, d'accord? Mais si tu te vexes, là, on a changé de registre maintenant. On n'est plus dans l'échange, on est dans la susceptibilité. Donc je suis obligé de ménager la susceptibilité en même temps que je développe la pédagogie pour que ça soit compréhensible. Maintenant, si toi tu te vexes, ça sert à rien que je te explique parce que tu te braques. Comme tu as un braquet de folie, tu as une capacité de braquage. Ouais, Ram Kesheoref, ça veut dire vraiment la tête dure. Donc ça va être compliqué. Parce que les gens ils mettent des années à comprendre, mais ils mettent des microsecondes à se braquer. Des fois ils se braquent pendant des semaines. Il y en a qui boudent tellement longtemps qu'à la fin c'est devenu carrément une religion, ça s'appelle le bouddhisme. Il y en a qui boudent jusqu'à la fin, ça s'appelle des jusque bouddhistes. Et ils parlent que du passé. Et ils grossissent et ils s'assoient, ils perdent leurs cheveux et ils bougent plus. Ils parlent que du passé. On le dit, Bouddha, il Bouddha, jusqu'à sa mort. Donc c'est quoi l'idée? Pourtant vous la connaissez. Ah bon? Ah. C'est dingue. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que le flou génère le malaise. Le flou génère la haine. Le flou génère l'incompréhension. Donc, je dois être clair. Donc, lui, il dit Ochiar Tochiar, ça veut dire réprimander. Mais ça veut dire aussi sois clair. Ouais. Tochiar, ça veut dire amène une ochacha, amène une clarification. Pourquoi? Encore une fois, parce que dans la distance et dans la différence, chacun il va se faire un film. Alors, je raconte toujours la même histoire parce qu'elle est facile à comprendre et c'est un grand moussard. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la Claire Molette, pour ceux qui le connaissent. Non? Pas d'études de psychanalyse de haut niveau, pas d'internement durant la jeunesse. Bon, alors, donc, c'est un gars qui a besoin d'une Claire Molette. Il va chez son voisin.
Et juste avant de taper, il réfléchit. Il parle tout seul. Il se dit, bon, peut-être qu'il a une clamonette, peut-être qu'il n'en a pas. Après, il dit, même s'il en a une, peut-être qu'il en a besoin. Même s'il n'a pas besoin, peut-être qu'il a prêté. Même s'il n'a pas prêté, peut-être qu'il la prête pas. Peut-être c'est un souvenir de son grand-père. Peut-être elle est cassée. Et il est en train de déblatérer comme ça tout seul. Et puis le voisin, qui ne savait même pas que le gars était devant lui, il ouvre la porte pour sortir. Et lui, il le regarde comme ça, il lui dit, t'as que la molette, tu peux te la garder. Alors ça a l'air d'une blague comme ça, mais des fois, tu vois une cousine ou là une amie, une voisine, qui a l'air un petit peu de faire la tête. Et tu t'approches d'elle, et tu lui dis, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous me dites plus bonjour. Toi, quand il y a eu la bar mitzvah de ton fils, tu m'as pas appelé. Pendant tout le mois de mai, je t'ai téléphoné, tu m'as pas répondu. Tu dis, oui, mais j'ai perdu mon père. Ouais, c'est toujours des prétextes. Donc toi, tu ne sais pas, mais l'autre dans sa tête, elle monte une cathédrale d'horreur. Et comme tu peux pas maîtriser ce qui se passe dans la tête des gens, c'est très compliqué. Parce qu'après, ils viennent avec des taranotes, avec des exigences, avec des reproches, alors qu'en fait, t'as rien fait. Je dis, non. J'ai eu une histoire comme ça un jour. J'étais dans un magasin avec de mon cousin. Et puis mon cousin, puis moi je raconte des blagues. Bon, c'est génétique chez nous. Donc je raconte une blague et il rigole. Et juste au moment où je l'ai fait rigoler, il y a un gars qui est rentré dans le magasin et il a fait une drôle de tête. Mais j'ai pas à cliquer. Le gars il est à 10 mètres de moi je raconte une blague à mon cousin. Des années après, regarde le temps de fécondation de la bêtise. Non, c'est 9 mois normalement, mais il y en a qui... Et... de maturation. Donc, il vient et me dit, oui, c'est bien beau de faire des cours, mais il faut être en accord avec ce qu'on enseigne. Je dis, bon, excusez-moi, il y a un problème. Il me dit, oui, parce qu'une fois, je suis rentré dans un magasin, vous étiez en train de parler avec quelqu'un, et vous êtes éclaté de rire en me voyant. J'ai bien vu que vous êtes moqué de moi. Alors, bon, Hachem, il m'a donné un défaut, c'est que j'ai une très grande mémoire. Et je me suis rappelé de la scène. Je dis, mais je me rappelle très bien. Je dis, mais on rigolait pas sur vous. Il me dit, comment vous pouvez vous rappeler il y a 5 ans? Je fais, vous y pensez tous les jours. Et moi, j'ai la même mémoire que vous, sauf que la mienne, elle est en continu et vous, elle est instantanée. D'accord? Donc je me rappelle très bien que j'ai raconté une blague. Je me rappelle même de la blague qui n'avait rien à voir avec vous. Mais vous l'avez mal pris. Pourquoi? Parce que vous êtes bourré de complexes. Parce que vous êtes parano. Parce que vous avez un problème dans la tête. Ben bien sûr. Pourquoi tu rentres quelque part? Tu crois que le monde entier, il t'attend? Tu crois que le monde entier, il s'occupe de toi? T'es le nombril du monde, toi? T'es qui, toi? Ouais. C'est vrai, non? Ta présence, elle est tellement importante que même ta disparition passera inaperçue. D'accord? Mais... Donc c'est quoi? J'exagère. Mais si peu. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Mais cette idée, c'est quoi? C'est que moi, ça m'impressionne pas que le mec se vexe, parce que bah, grâce à Dieu, ça manque pas les susceptibles chez nous. Ouais. Mais ce qui m'étonne, c'est que le gars, il y a pensé pendant 5 ans. C'est-à-dire, t'as rien à faire de ta vie, toi. Mais rien. Ah, mais une vache. Ça devait être un guilgoul de bœuf. Ou... En tout cas, je sais que sa femme s'appelle Marguerite, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? D'accord. En plus, la première fois qu'il a vu, il a dit oh la vache. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Non, mais restez un peu sérieux, là. C'est une conférence, quand même. Donc, ça veut dire quoi? Ça va? C'est bon pour les abdominaux. Bon, pas les miens, parce que moi, j'arrive pas à coucher, mais... D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée... Moquez-vous encore. Ça va, je suis pas susceptible. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que si je veux éviter le malentendu, je dois être clair. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils disent la moitié des mots, ils disent pas exactement leurs pensées, et pire encore, eux-mêmes ne sont pas clairs, mais ils se lancent dans la discussion, et après ils s'étonnent que l'autre le prend mal. Mais attends, tu réfléchis avant de parler, tu tournes cette fois ta langue, tu développes l'argumentaire, tu clarifies les idées, tu clarifies ton discours avant de le dire, et surtout, avant de dire ce que tu penses, tu vérifies que tu le penses vraiment. Vous avez compris ou non? Parce que, je rappelle, c'est qu'une personne, elle fait ce qu'elle dit, ce qu'on appelle l'honnêteté, elle dit ce qu'elle pense, on appelle en français la cohérence, et elle pense ce qu'elle pense. Maintenant, quand tu ne penses pas ce que tu penses, vous suivez ou non? Parce que tu crois le penser, mais tu ne le penses pas.
au fond. La preuve, c'est que tu fais le contraire de ce que tu penses. Donc c'est que tu ne penses pas ce que tu penses. Ça va? Or, quand tu parles à quelqu'un, l'autre, ce qu'il entend, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Mais comme toi, tu ne dis pas ce que tu penses, puisque tu ne penses pas ce que tu penses. Donc l'autre, il n'entend rien. C'est pas des jeux de mots. Ça a l'air de jeux de mots comme ça, mais j'ai arrêté quand j'avais 6 ans et demi. Non, parce qu'on dit que Dibour, c'est Machashava. D'accord? Et qu'en fait, Dibour, c'est Chibour. La parole, c'est le lien. D'un autre côté, à l'idée d'Ahat, Yesherech le Dibour. C'est-à-dire que le Dibour, en vérité, la parole, c'est le véhicule de la pensée. Mais pour que la pensée, elle arrive dans la tête de l'autre, il faut qu'elle vienne de la pensée chez toi. Maintenant, si tu parles avec la bouche, l'autre, il entend avec les oreilles. Si tu parles avec le cœur, l'autre, il ressent dans son cœur. Si tu parles avec ton essence, ça touche l'essence de l'autre. Ça s'appelle Dvarim Ayotsim Minalev, Nirnasim l'élève. Maintenant, le problème, c'est que pour que ça aille très loin chez l'autre, il faut que ça vienne de très loin chez toi. Ce qu'on appelle en hébreu la Machashava. C'est ce que je vous avais dit à l'époque, pour les redoublants, c'est que Machashava, ça vient du verbe larchov, qui veut dire penser, mais ça vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Alors je vous donne le secret, après je vous laisse tranquille. Im atachoshev ma she'ata marshiv zenikre machashava. Si tu penses ce que tu considères, ça s'appelle une pensée. Mais aval im ata marshiv ma she'ata choshev zenikre gava. Si tu considères ce que tu penses, ça tu penses tu crois que tu es la pensée unique, toi. Ouais. Mais les cimetières sont remplis de gens indispensables. Et le monde continue à tourner, parfois mieux. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle doit fabriquer sa Mahashava. Le Rav Yerucham Halevi, il s'allonge beaucoup sur ça. Qu'un homme, toute sa vie, il fabrique sa Mahashava. Parce que les gens, ils confondent activité cognitive intense et pensée. Ça n'a rien à voir. Vous me suivez ou non? C'est pas parce qu'il se passe des trucs entre tes deux oreilles que ça veut dire que tu penses. Maintenant, tu réfléchis, tu te prends la tête. Ouais, parce que dans la pensée, il y a beaucoup de sous-couches. Il y a pensée, souhait, vision, perception, volonté, décision, implication. Il y a plein de natures. Comme dans la pensée psychologique, il y a plusieurs couches. Donc maintenant, quand toi, tu n'es pas arrivé à t'identifier à ce que tu penses, donc tu ne penses pas ce que tu penses, étant donné que la parole ne fait que véhiculer ce que tu penses vraiment et pas ce que tu crois penser, donc l'autre, il n'entend pas ce que tu dis, puisque tu ne le penses pas. C'est comme le gars qui dit à sa femme, je t'aime, elle dit, je sais pas, je le ressens pas. Et lui, dans sa tête, il dit, mais qu'est-ce qu'elle est malade, qu'est-ce qu'elle est idiote. Elle est grosse, elle est bête, elle est idiote. Et il lui dit, je t'aime, mais elle ne ressent pas. Pourquoi? Parce que le mot, il est vide de sens. C'est pareil, tu penses fondamentalement que ton fils est idiot. T'as beau lui dire, ça va aller, j'ai confiance en toi, t'es un gars bien. Ça s'appelle la langue de bois. Comme tes chèques d'ailleurs. Ouais. Non. Quand tu dis, tu réfléchis bien. J'aime mon fils. Je sais qu'il est bien. J'ai confiance en lui. En plus, il tient de sa mère. D'accord? Donc, et après je lui dis, je sais que tu es bien. L'enfant, il va recevoir ce bien. Vous me suivez ou non? Malheureusement, le contraire aussi. Si tu as une pensée négative, tu as une parole négative. D'ailleurs, comment on appelle la perception de la pensée négative dans la parole? Comment on appelle la perception de la pensée négative dans la parole? Non, l'ironie. 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 Celui qui a créé Iron Man. Ouais. L'ironie, c'est ça l'ironie. L'ironie, c'est l'incapacité à maîtriser l'expression de la ramma que tu as dans le cœur. Mais comme tu ne peux pas insulter parce que tu n'es pas un gars qui dit des gros mots, ou une femme qui dit des gros mots, donc tu vas être ironique. D'accord? Donc tu dis à l'enfant, écoute, fais ton maximum, mais de toute façon, je sais que tu ne réussiras pas. Donc comme l'enfant il a un tabouret, il cherche une corde. Il faut une solution. D'accord? Toi tu dis, mais j'ai rien dit moi. Comment t'as rien dit? Mais t'as vu ce que t'as dit? Mais non, c'est ironique. Ouais, c'est juste une façon de l'encourager. Ouais. Comme ça, mon père, il parlait à ma mère. T'as raison, ouais, mais elle s'est pendue. C'est vrai, d'accord. Ouais. Donc l'ironie, en fin de compte, c'est que ton filtre à négation, il n'a pas été assez puissant. Et ça passe. Vous suivez, non? C'est comme les centrales d'assainissement de l'eau.
qui peuvent retenir les saletés, les crasses, mais ne peuvent pas retenir les molécules. Vous me suivez ou non? Donc comme les femmes, elles prennent la pilule, et qu'ensuite elles urinent, et que les urines vont dans les os, et que les molécules de la pilule, ils arrivent dans l'eau, et que les gens boivent au robinet, donc ils prennent des hormones, et du coup, d'un seul coup, ils se sentent des attirances différentes, et qu'ils sont prêts à échanger leur baril d'Ariel contre un baril de... Ah, ça va mousser dans la famille. Bon, ça a l'air un peu tiré par les cheveux, comme dit Bruce Willis, mais en fait, pas du tout. Ça, c'est une théorie qui a été développée par des scientifiques canadiens. Tu me diras, Canada, qu'est-ce qui peut en sortir? D'accord. Mais que les gens, en buvant l'eau du robinet, ils prennent les hormones qui sont dans les pilules rejetées par l'urine. C'est la folie, non? Parce qu'ils ont vu que les poissons, ils changeaient de sexe. Donc les gens qui boivent ça, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus alors qu'ils ne se reproduisent pas, c'est un truc incroyable. Bon, enfin, c'est Coluche, bien sûr. Ah bah, les classiques, on ne peut pas les oublier. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça fait peur, hein? C'est un truc à devenir folle, ça. Donc... Hein? Exactement. Laisse en pour toujours. Alors... Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je veux créer le lien avec l'autre, je dois avoir un souci de clarification. La clarification, elle est dans la manière de parler, on a dit, elle est dans l'analyse de mon sentiment au moment où je vais parler, elle est dans la manière de parler, c'est-à-dire le ton que j'emploie, après dans les circonstances, parce que l'autre il est en pleine crise d'épilepsie, tu dis tiens viens maintenant on va parler, il dit non c'est pas le moment. Je dis non mais attends que je finisse la crise, ah non c'est maintenant ou jamais. Une fois un gars il me téléphone, il me dit ah mais Chétri, ça va pas du tout avec ma femme. Déjà il me demande même pas est-ce que je vous dérange, est-ce que vous avez le temps de parler. Genre je suis entendu, je suis devant le téléphone toute la journée en train d'attendre. Alors il s'énerve, en plus il me crie dessus, ouais, elle m'a fait ça, c'est pas normal, elle est trop soumise à ses parents, et elle a aucune maturité, et elle s'est pas construite, elle est mal dans sa peau, il me fait toute une paracha de Megillah en fait de Leicester, d'accord? Alors je lui dis écoutez, vous pouvez me passer votre femme maintenant que vous avez déblatéré toutes les horreurs du monde, et il me passe sa femme, et la femme elle me dit allô, bonsoir. Je dis ça va madame? Elle m'a dit je suis un peu fatiguée. Je dis pourquoi? Elle m'a dit j'ai accouché hier. Je dis vous pouvez me passer votre mari? Je dis écoute-moi bien toi. Je t'ai radiolocalisé là. J'arrive avec une hache, je te coupe en deux. Quand pas ta femme elle vient d'accoucher, tu formes le monsieur les Shalom Bayit. Vous comprenez? C'est pas le moment. Je dis non mais c'est pas une question de moment, quand c'est essentiel, quand c'est important, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de circonstances. Essaye d'accoucher une fois. On va trouver un orifice, d'accord? Et tu vas voir ce que ça veut dire. Mais t'es un malade. Ils sont malades. T'es un malade, d'accord? Donc ça veut dire que les circonstances, la manière, l'esprit, les mots employés font partie du message. Je sais, je suis très maladroit, moi je dis ce que je pense, d'accord? Moi quand ça sort, ça sort. Tu confonds avec la diarrhée, ça n'a rien à voir, d'accord? Donc, quand tu parles, tu réfléchis avant de parler, tu choisis tes mots, tu réfléchis à qui tu t'adresses, d'accord? Ça veut rien dire. Faut que ça sorte, faut que ça sorte. Il faut rôter et parler, toi, d'accord? Non, tu te poses, tu réfléchis. Ça s'appelle la tochacha. Ouais, c'est la tochacha. En fait, c'est d'accompagner l'autre dans une démarche d'évolution. Alors, est-ce que tu crois qu'en le cassant, le fracassant, le concassant, tu vas l'aider à évoluer? Au contraire, tu vas justifier le fait qu'il va rester idiot. Et ça marche, grâce à Dieu. Moi, je vois des gens qui me disent, écoutez, moi, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Je dis, ok, ça fait combien d'années que vous faites ça? Puis ça fait 22 ans. Je fais ça marcher ou non? Il dit, non, ça marche pas. Alors, bah, je continue. Mais non, si tu vois que ça marche pas, il faut changer de manière. La Gemara, elle dit un enfant, ouais, tu dois le repousser avec la main droite et le tirer avec la main gauche. Pourquoi? Pourquoi les femmes ne nous ont pas dit tu le repousses des deux mains ou tu l'attires des deux mains? Alors le Rav Simcha Wasserman, il a dit un chidouche incroyable.
Il a dit parce que quand tu tires de la droite et tu pousses de la gauche, l'enfant il change, il tourne. 180 degrés. Si tu veux que l'autre il change, c'est un mélange entre la pression et l'encouragement, la discipline et l'amour. Si tu fais que de la gentillesse, lui il reste dans ses lauriers. Si tu fais que de la dureté, il se braque, il rentre dans sa coquille, jamais tu le retrouveras. Parce que quand le moi il part tellement loin, c'est plus de la psychologie, c'est de la spéléologie là. Ouais. Donc la personne, tu vas l'accompagner, tu vas l'encourager, tu vas l'aider à être. C'est ça son problème. D'accord? Maintenant, des fois, c'est juste une orientation, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est développée, mais elle n'est pas dans la bonne direction, et toi, tu veux remettre dans la bonne direction, comme si tu es en train de mettre de l'essence, et au péage, et il y a un gars qui s'arrête, qui dit à sa femme, « Ah, ce soir, si Dieu veut, on est à Lille. » Le problème, c'est qu'on est sur l'autoroute du Sud, en direction de Marseille. Alors, tu dis j'interviens ou j'interviens pas? Parce que là, il va y avoir un meurtre ce soir. Et si le gars, il croit qu'en roulant 3 heures, il va arriver à Lille, alors qu'il est à Avignon, ouais, en allant tout droit, il va arriver à Lille. Alors, tu vas le voir, tu dis écoutez, je m'excuse d'intervenir, je sais que c'est pas très joli de s'immiscer dans la vie des gens, mais si vous allez à Lille, c'est pas du tout la route là, c'est dans l'autre sens. Alors, il y a les gens qui vont dire oh là là, merci beaucoup, excusez-moi, je n'ai pas regardé les panneaux. Il y en a qui vont dire, ben non, je vais à Lille comme ça, moi. Genre, il va faire le tour du monde, lui, pour aller à Lille. 40 000 km. Mais il va y aller. Ça, c'est les gens qui confondent l'entêtement et la détermination. Alors que tout le monde sait que l'entêtement, c'est le mensonge que tu gardes en tête. Puisque l'entête ment. Et c'est enfoui au fond de ta personne, puisqu'on l'a dit, la personne, elle ment. Mais il n'y a que toi qui peux le savoir, que tu te moques de toi. En PNL, ça s'appelle FTG. Foutage de gueule. Ouais, c'est ça le problème. Maintenant, quand tu n'es pas capable toi-même de percevoir que tu te moques de toi, il y a des grandes chances que tu ne saches même pas que tu vis pas ta vie. Parce que tu sais même pas ce que tu ressens, tu comprends même pas pourquoi tu réagis comme ça, tu n'arrives même pas à donner un sens aux mots que tu dis, tu n'arrives même pas à donner une orientation au choix que tu fais. C'est une vraie question, est-ce que tu es vivant ou mort? Parce qu'un mort, on le prend, on le met là, on le met à l'envers, on lui met le doigt dans le nez, on fait ce qu'on veut, il est mort. Donc si quelqu'un il est manipulé par le regard de l'autre, ou il est manipulé par son Yetzerara, ou il est manipulé par sa rigidité cervicale, ça s'appelle qu'il n'est pas vivant. C'est pour ça que les gens qui sont soumis à leur Yetzerara, on les appelle des Rechaim, et que la Gemara dit Rechaim behayehem nikraim metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Alors les gens ils disent ouais, la Torah elle est cruelle, les Chachamim ils sont culpabilisants parce qu'on nous condamne à mort. Mais tu n'es pas condamné à mort, Chazé Shalom. Tu es mort. Ça n'a rien à voir. Tu es mort. Un mort, il est mort. Ouais, c'est pas qu'il est condamné à mort. C'est comme si ta femme elle te dit bon viens chérie, on fait des efforts, on essaie d'évoluer ensemble. Toi tu dis non, de toute façon c'est mort. Donc c'est toi qui as dit que c'est mort. Moi j'ai pas dit que c'est mort. C'est eux ou non? C'est pareil, tu dis écoute, bon le magasin il marche pas, viens on fait autre chose, t'as qu'à fermer le bassari, on fait une crêperie, on trouve... Non, de toute façon c'est mort, le quartier il est mort, le magasin il est mort, le mazal il est mort, toi aussi t'es mort. Il y a des gens comme ça. Ils sont tellement mortels que même leurs chaussures elles sont mortelles, ça s'appelle des pompes funèbres. D'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que tu projettes ce que tu contiens. Maintenant, c'est rare qu'en ouvrant la poubelle, vous sentez le pot-au-feu. Il ne peut pas y avoir autre chose dans la marmite que ce que vous avez mis. Et ce qui dégénère, c'est le fruit de ce qu'il y a dedans. Donc le vin, il fermente, et la pourriture, elle pourrit. Donc fais attention quand tu ouvres la bouche, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir ouvert le couvercle de la poubelle. Mais c'est ça la logique. Quand la personne, elle va être dans une logique de Tochacha, ouais, elle est prise entre deux. Parce que juste avant, c'est marqué Lotisna et Tachicha, et juste après, c'est marqué Ve'aftal et Reacha Kamocha. C'est très intéressant, vous lisez la paracha, d'accord, c'est marqué Lotisna et Tachicha Bevavecha, tu n'haïras pas ton prochain dans ton cœur, Ochiar Tochiar, tu réprimanderas et tamitecha, Velotissa à la frais, tu supporteras pas la faute, Lotikom Velotitor, tu ne te vengeras pas, tu garderas pas rancune.
Et bene amecha envers les enfants de ton peuple. Ve'afta l'eracha kamocha. Ouais. Donc tu vois que cette mitzvah là, de Tochacha, mais vous avez compris en fin de compte, cette mitzvah de communiquer, mais dans la communication la plus dure, puisque c'est la communication de la remise en cause, ouais, elle doit être éviter la haine, ouais, et orientée par l'amour. Si tu ne réussis pas à être convaincu personnellement et fondamentalement que tu parles par amour, ne parle pas. C'est pour ça que c'est marqué Amitecha. Amitecha, ça veut dire que c'est ton prochain, c'est ton frère. Donc si tu n'es pas dans une logique de fraternité, tu es dans une logique de genre d'enseignant, tu es de redresseur de tort, de machiach, de sauveur de la situation, de pompier qui arrive dans une maison en feu, et quand il y a le feu, on ne commence pas à demander la politesse, s'il te plaît. Ouais. Mais qui c'est qui a évalué qu'il y a le feu? C'est toi. Et deuxièmement, qui a dit que c'est la bonne manière? Parce que quelqu'un qui est au bord d'un balcon et tu lui fais ah, il saute. Hein. Après tu dis mais c'était pour le sauver, je voulais le prévenir qu'il était au bord du balcon. Ben, c'est exactement pareil. Si tu vois que ta méthode, elle amène exactement le contraire du résultat recherché, c'est peut-être parce que c'était le résultat recherché. Après tu pourras toujours dire franchement, je pensais pas du tout. Parce que toi tu crois que le cerveau est une excroissance de l'estomac. Le cerveau c'est fait pour réfléchir. C'est vrai, il y a des gens tu crois qu'ils gèrent, en fait ils digèrent. Donc tu réfléchis avant de parler. Tu réfléchis avant d'agir. Tu réfléchis avant de penser. Tu réfléchis même avant d'avoir une attitude. C'est ça, réfléchir. Réfléchir, c'est la réflexion. Et la réflexion, c'est le phénomène qui est produit par un sujet en face d'un miroir. Parce que le miroir réfléchit. Il réfléchit même toute la journée. Il doit avoir un mal de tête. Le miroir. Maintenant, pourquoi le mot réflexion? Oui, c'est le même pour la réflexion intellectuelle et la réflexion du miroir. Je vous dis pourquoi. Non, c'est pas une question, c'est une formulation interrogative qui vous prépare intellectuellement à ma réponse. Donc c'est quoi l'idée? Je suis marocain. C'est une seule vedette ici. Donc ça veut dire quoi? Donc maintenant, qu'est-ce que je disais? Ah oui, la réflexion. Parce qu'en fait, pour rester toujours dans les profondeurs, comme disait Cousteau, il y a deux types de pensée. Il y a la pensée originelle, qui vient de l'intuition, qui vient de la neshama, et la pensée réactive. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en face de moi qui me fait réagir. Maintenant, quand je vais réagir, ça veut dire que je vais être en réaction d'une action. Maintenant, quand je réfléchis, ça veut dire que je fabrique une image personnelle d'une situation qui est devant moi. Mais je la réfléchis dans mon cerveau. Ça va toujours? D'accord? Donc on ne peut pas réfléchir sur une chose qui n'est pas réelle devant moi. Comme souvent, statistiquement c'est prouvé, quand vous mettez un objet devant un miroir, à 90% des cas, il renvoie le reflet de la personne qui est devant. Ça va ou ça va trop vite? Oui. Ça va, vous arrivez à suivre? C'est que si une femme le matin elle rentre dans la salle de bain et elle se met à crier, elle dit à son mari chéri, il y a une guenon dans la salle de bain, son mari lui dit mais non mon amour, c'est juste ton reflet. Donc elle a deux problèmes. Premier problème c'est qu'elle ne comprend pas l'intérêt d'un miroir. Deuxième problème c'est qu'elle a un vrai problème d'épilation, ça c'est sûr. D'accord? Donc c'est quoi l'histoire? Elle est sympa celle-là. Enfin ça dépend de la chita que l'on suit. Pour peu qu'on soit un chimpanzé. Alors, comment je vous propose avec Zivougim? Oh guenon. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? Ah oui, la réflexion. Donc, si vous avez compris que la réflexion, c'est l'image que je fabrique personnellement de la réalité. Par exemple, là, je vous vois. Là, je vous vois, là. D'accord, je vous vois. Si je ferme les yeux, votre image, elle est encore imprimée sur ma rétine, et je vous vois qui c'est qui est assis là, je vous vois ici, je vous vois ici, je te vois, toi je te vois,
Je vois le monsieur à côté avec son chapeau. Là, je vous vois, la personne qui nous a reçus, qui nous reçoit. Je vois ici, je vois la personne qui est là, je vois la personne qui est là-bas, que je connais au moins de Sarcelles, ou je ne sais plus où. D'accord. Donc, votre image, elle est là. Mais elle n'est plus devant moi. Elle est en moi. Donc, c'est quoi la réflexion? C'est que je réfléchis, c'est que je raisonne, non pas sur l'image que je perçois, mais sur l'image que j'ai fabriquée en moi. D'accord? Si vous allez dire, bon ben qu'est-ce que ça change de réfléchir sur ce que je vois ou de réfléchir sur ce que j'ai en tête, il y a une différence de fou. Ça s'appelle voir sans voir. Par exemple, tu vois, mais en fait tu vois pas. Par exemple, comme les gens qui ne voient pas leurs enfants grandir. Comment ils le savent? Parce qu'ils vont parler à un enfant de 18 ans comme s'il avait 8 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réfléchi l'enfant. Mais quand tu réfléchis l'enfant, qui est une mitzvah minatora, un des rabbis de Louvavis, je ne sais plus lequel c'est, il disait que si quelqu'un ne pense pas 1 heure par jour à ses enfants, à l'éducation de ses enfants, il n'est pas Mekayem Veshinatam Levanecha. Chaque jour, tu dois réfléchir. Comment je fais avec la petite, comment je fais le truc. Alors quand tu réfléchis, tu la vois grandir. Mais quand tu ne réfléchis pas, parce que tu es occupé, parce qu'il y a bat mitzvah, parce qu'il y a l'énergie, pas de stress, parce qu'il y a la mashkanta, parce qu'il y a la voisine, parce qu'il y a tellement de choses qui t'empêchent de réfléchir. Ce qui fait que, à un moment, l'autre il vient vers toi, il te parle, il te pose un problème, il se fait renvoyer de l'école, et paf, tu exploses. Pourquoi tu exploses? Parce que tu dis, je ne comprends pas comment une enfant de 8 ans, elle peut me contredire. Mais elle a 18 ans. Elle a grandi. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas vu grandir, parce que tu ne l'as pas réfléchi. Donc c'est des allers-retours entre ta tête et ta réalité. Ta tête et ta réalité. Ta tête et ta réalité. D'accord? C'est exactement pareil. Quand quelqu'un parle, j'écoute ce qu'il dit. Maintenant, au-delà de ce que la personne dit, qui représente à peu près 4% du message, je dois percevoir qu'est-ce que la personne est à travers ce qu'elle dit. Donc le ton, l'affirmation, le ton d'affirmation, après la fluidité du langage, la richesse du vocabulaire, après le ressenti, les coupures, les bégaiements, tout ça, ce sont des millions de messages qui sont dans le mode d'expression. C'est comme si tu fais un électrocardiogramme. Tu vois rien, le gars il est détendu et tout ça. Tu lui mets les je sais pas quoi, les sondes ou je sais pas quoi, et puis ça fait ça bouge beaucoup là-dedans là. Ben, c'est exactement pareil. C'est comme si la parole c'était le compte rendu de l'électrocardiogramme de la personne. Donc en écoutant parler quelqu'un, tu sais qui il est. Mais ça c'est si tu écoutes ce qu'il est, pas si tu écoutes ce qu'il dit. Donc il faut apprendre à écouter ce que les gens sont, plutôt que d'écouter ce que les gens disent. Parce que j'ai dit, mais je comprends, mais il me l'a dit. Par exemple, quelqu'un il te dit, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ça veut dire retiens-moi. Mais toi tu dis, moi il m'a dit de partir, je suis parti. Mais t'es khmara. S'il voulait vraiment partir, il serait parti lui. Pourquoi il t'a dit va-t'en? Ça veut dire retiens-moi. Ah, mais j'ai pas compris. Ah, bah parce que compris, tu le crées quand même. D'accord? Donc c'est normal. Et cette logique-là que j'essaie d'entendre. Maintenant, quand moi j'essaie d'entendre ce que tu es et que toi tu dis ce que tu es, il va y avoir une communion entre toi qui veux exprimer ce que tu es et moi qui veux entendre qui tu es. Et ça marche très bien. Ça s'appelle la communion des volontés. Ce qu'on appelle vulgairement l'amour, d'après le Maharal de Prague. D'accord? Mais si toi tu dis pas ce que tu es et que tu me dis, bah, si tu m'aimes vraiment, tu dois me comprendre. Mais il n'y a aucun médecin au monde qui peut te soigner si tu lui dis pas où tu as mal. Donc toi, tu crois que c'est parce que tu exiges de l'autre qui te comprenne, mais en vérité, c'est soit parce que toi-même tu ne te comprends pas, soit parce que tu veux embêter l'autre. Ce qu'on appelle un comportement laxatif. C'est-à-dire une capacité à générer chez l'autre une facilité de transit qui est incroyable. Et là, à peine le numéro il apparaît, tu dis il faut que j'aille aux toilettes. Ah mais qu'est-ce qui me fait? Je dis à des gens, je dis écoute, arrête, change de métier, tu as une capacité à régler les problèmes de constipation, mais incroyable. Les gens ils font vraiment, enfin ils aident les gens à... Bon, je sais que ça peut être mal perçu, si vous sentez ce que je veux dire, mais... Ah, c'est extrêmement gênant. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais c'est ça l'idée. Si vous dites, bon, c'est un peu grossier pour un rave. Et moi, je dis toujours, moi, ce que je dis, je le dis, mais toi, tu le vis.
Il y a des gens, je leur parle, je leur explique, il faut arrêter de stresser, il faut arrêter de pas de mal parler, il faut arrêter de créer du mal-être. À la fin, je sais plus, il faut arrêter d'être chiant. Tu parles français maintenant? Ah, mais Rav, je sais plus, ils comprennent pas. Tu expliques 1 million de manières, gentiment, Hanina, pédagogie, les dessins, l'ambiance, les photos, le documentaire, un mec qui comprend pas. Il dit, mais vous parlez de qui exactement? Je dis, mais comment je parle de qui? Je parle à la personne à qui je suis en face de moi, j'ai du mal à parler aux gens qui sont pas là. Jusqu'à la fin, qui dit, alors, c'est ça l'image que vous avez de moi? Je dis, non, c'est l'image que tu donnes de toi. Maintenant, encore une fois, la personne qui n'a pas pris l'habitude de se regarder elle-même, elle va être agressée par le compte-rendu qu'on va lui faire de ce qu'elle est. C'est pour ça que le moussard, c'est quoi le moussard? Je crois le moussard. Non, le moussard, c'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard, c'est une caméra extrêmement sophistiquée qui s'appelle Messiat Echarim, ou qui s'appelle Rav Dessler, ou qui s'appelle Rav Kook, je sais pas, moi, il a fait du moussard, Rav Kook. Michelet, Kolakavod. Donc, en fait, c'est une caméra qui me permet de me regarder. C'est comme un miroir. C'est-à-dire que quand tu lis un Messiat Echarim, par exemple, qui parle de la radinerie, et que toi, personnellement, tu es créateur du site internet barredefer.fr, qui est ensuite développé par le professeur Plutôt Mourir, d'accord? Donc, ça va? Vous êtes à l'aise ou... De quoi je parlais? Mais avant, plutôt mourir que de payer. Pas exact, ils appellent ça l'arrêt cardiaque. Quand il a eu la note, il a préféré mourir. Donc, c'est quoi? De quoi je parlais? Mais avant et avant. Ah, le moussard. Le moussard, c'est ça. C'est que tu vois un texte qui parle de la radinerie. Qu'est-ce que tu fais? Tu te reconnais. Tu dis, j'ai un problème. Ça m'éclaire. Ça s'appelle en français se regarder dans un miroir. Maintenant, comme moi, je fais l'effort de maintenir ça. Par exemple, moi, je vous parle. En même temps que je vous parle, je m'écoute. Pas parce que je m'apprécie, mais parce que je regarde le temps qui passe. Je regarde le fait que j'ai pas commencé vraiment le cours. D'accord? Donc je dis, à un moment, il y en a qui vont prier pour que je m'étouffe. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, c'est la projection. C'est ça le moussard. Le moussard, c'est de se regarder soi-même. Maintenant, quand tu te regardes agir, bah, tu peux te juger. Quand tu t'écoutes parler, bah, tu peux voir la teneur de ton discours. Quand tu t'écoutes penser, tu connais la connotation qui est dans ta parole. Mais quand les gens ils vivent dans une espèce de coma volontaire, d'accord, parce qu'ils sont tellement occupés à éduquer l'autre qu'ils ont oublié qu'il fallait qu'ils commencent par eux, d'accord, donc ils n'ont pas mis cette caméra au-dessus de leur tête, donc ils ne peuvent pas évoluer. Et comme ils n'évoluent pas personnellement, donc quand l'autre leur fait une remarque, ça devient une agression, un harcèlement moral, alors qu'en fait c'était juste une remarque. Moi toujours je donne cet exemple, c'est comme si... Bah, vous devez partir au travail, vous avez mis votre costard et tout ça, la cravate et tout va très bien. Et puis votre femme elle dit tiens le bébé 2 minutes parce que je dois préparer le sac des langes. Et puis vous le mettez là et il fait un cadeau. Un cadeau. Une pochette, d'accord. Alors vous le voyez, vous dites ah c'est pas vrai, je suis en retard, j'ai réunion avec le patron et tout ça. Pour vous frotter vite et après vous mettez un petit foulard comme ça. Et évidemment il arrive à ce qu'il arriva. Dans la matinée vous avez vous mouché, vous avez fait comme ça. Et vous oubliez la tâche. Et quelqu'un, il voit la tâche. Il vous dit, ah, t'as une tâche? Non, t'as une tâche, excuse-moi. Bien prononcé. Alors, quand vous saviez que vous avez la tâche, vous dites, bah ouais, c'est le petit qui m'a sali. Mais si vous n'avez pas vu que vous avez une tâche, et que vous arrivez au travail, et quelqu'un vous dit, ah, t'as une tâche? Là, vous devenez tout rouge, là. Pourquoi? Je te dis pourquoi. Parce que quand l'autre te met en face de ta réalité, d'accord, ça s'appelle boucha. Bah oui, parce qu'il y a l'art décoratif, l'art contemporain, et l'art chouma. Pour ceux qui ont étudié l'art asiatique, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand toi tu connais ton problème, quand l'autre te le rappelle, tu l'assumes, puisque tu le savais déjà. Mais quand toi, tu ne connais pas ton problème, ou que, pire, tu es dans le déni de ton problème, quand l'autre il t'impose ton problème, tu vas mourir. Tu meurs d'ailleurs, c'est ça la honte. La honte, c'est que le sang il se cumule au cerveau, et que tu deviens tout rouge,
Parce que tu réfléchis si je pouvais être ailleurs, si je trouvais un trou pour me cacher. Mais pourquoi tu vas te cacher? Parce que c'est toi. Monsieur ou non? Quand tu es toi-même, quand tu es naturel, quand tu es cool, il y a une tâche, il y a une tâche. D'accord? Donc celui qui est tout le temps en train de se regarder, ce sujet, s'analyser, mais pas dans la logique, maintenant anxiogène, de dire je suis très mal dans ma peau. Non! Parce que je m'accepte, voilà. Je sais que je suis grand, je sais que je suis un peu gros, je sais que je suis chauve, bientôt, ouais. Ça me dérange pas. Si quelqu'un va me dire, ah, vous êtes chauve? Je dis, bah ouais, ça va arriver, il faut bien qu'ils aient une piste d'atterrissage, tous ces moustiques, d'accord? Donc, ou non, je vais dire, ah non, c'est honteux, alors je vais mettre les cheveux comme ça, après je vais mettre la kippa comme ça. Après Ah, il faut être cool. Il faut être cool. Ouais. Et dans tout, c'est pareil. Si ta voiture, c'est ta voiture. Tu dis, oh, c'est quoi cette bagnole? C'est ma voiture. Ta femme? Ah, oui, c'est ma femme. Est-ce que ça va coûter de refaire toute la carrosserie de ta voiture? Non, donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois personnellement être en auto-analyse. Et ça, on gagne du temps. Incroyable. Parce qu'encore une fois, les gens, la moitié de leur vie, ils sont dans le déni, et dans l'autre moitié, ils sont dans le transfert. Alors quand est-ce que tu vas commencer à t'occuper de toi? La moitié de ta vie, tu dis, moi je suis parfait, je suis extraordinaire. Ouais, comment le bon Dieu, il a pu faire créer quelque chose de tellement parfait. Et après, quand on te met en relief des erreurs, tu dis, oui, mais tu me vois tordu parce que c'est toi qui as les yeux pourris. Ça va? Elle se dit, mais comment elle le connaît? D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est l'inverse. C'est de dire que moi, a priori, je dois être en auto-analyse, d'accord? Et que quand l'autre me dit quelque chose, eh ben, si je le sais, ça ne me gêne pas, ouais. Et si je le sais pas, je suis content de le savoir. Parce qu'on dit chacham ou efto chachot. Le chacham, le sage, il aime les remarques. Parce qu'il veut évoluer. Mais celui qui se tue pour se fabriquer une image, c'est normal que quand on lui arrache le décor, il se sent tout nu. Mais le gars qui est vraiment baraqué, quand tu lui arraches son costard, le gars il dit, mais il a. Mais le gars qui est gringalé comme ça, et qui met des coussins, et qui met des trucs en caoutchouc pour avoir un corps d'athlète, le jour où on le met tout nu, il a honte. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a honte? Il a honte de quoi? Il a honte de ce qu'il est par rapport à ce qu'il montre. Et c'est ça, Boucha. Ouais, pour ça que le contraire de Boucha, c'est Chouva. Et c'est quoi Chouva? C'est la chouve. C'est quoi la chouve? Alors dans la Torah, c'est de se repentir. Et dans la vie, c'est de revenir à soi-même. D'être bien dans sa peau. De s'accepter tel qu'on est. Ouais. Pourquoi t'es beau? Pourquoi t'es belle? Parce que tu te sens belle. D'accord? Pourquoi t'es grosse? Parce que tu te sens grosse. Alors, ils sont obligés maintenant de faire des mannequins grosses parce que ils ont mis tellement d'anorexiques sur les catalogues que les gens ils se sentent qu'ils doivent mourir. Ouais. Ça, c'est le Rav Kalori qui a dit ça. Bon, mais lui-même, c'est un plagiat du Rav Cellulite. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu dois être bien dans ta peau. C'est pareil. Tu étudies la Torah. Tu étudies 1 heure, kol hakavod. Tu étudies 20 heures, kol hakavod. Kol hamarbe ve kol hamam'id vaikar shekaven libo la shamaim. D'accord? Maintenant, toi, tu travailles toute la journée, c'est très dur. Mais tu prends tous les soirs 2 heures, c'est ton srar à toi. Maintenant, l'autre, il étudie 16 heures par jour, et c'est son srar à lui. Et chacun, il est bien. Il n'y a pas. Là-bas. On dit, ouais, mais je suis complexé parce que si tu as honnête, parle à ça. Voilà. Bénara, tu as 22 enfants, tout ça à ta charge. Je parle que des déclarés, d'accord? Donc, automatiquement, ça revient une fortune, et tu travailles. Eh ben, bracha que tu as de quoi les nourrir. Et si tu dis non, j'ai honte de travailler, j'ai honte de travailler. Après l'autre, j'ai honte d'étudier. Mais honte, ça veut dire quoi? Tu n'es pas en accord avec ta réalité. Tu n'es pas toi-même. D'accord? Maintenant, si déjà, toi-même, tu n'acceptes pas ce que tu es, comment tu vas supporter que l'autre te le fasse remarquer? Bon, de la même manière que dans un couple, c'est quoi la confiance? C'est pas style je vérifie tes textos parce que j'ai peur que tu me trompes. Non, on parle pas des animaux. Ouais. La confiance, c'est que quand l'autre te fait une remarque, tu le prends pas comme un reproche. Je sais, vous espérez que ça arrive, mais ça va arriver. D'accord? C'est que quand l'autre te fait une remarque, tu le prends pas comme un reproche. Parce que je sais que tu m'aimes, je sais que c'est pour mon bien, je sais que tu veux m'aider, je sais que tu as mis des gants pour le faire, donc je suis bien. Maintenant, moi, je le prends pas comme un reproche, parce que j'ai un crédit de confiance. Ce crédit de confiance, il a été créé
par le fait de toutes ces années où tu m'as donné du bien. Donc le bien que tu me donnes, ouais, te crée à toi un crédit de confiance. Ce qui fait que quand tu vas me dire quelque chose, je vais dire, bah, c'est pour mon bien. La preuve, c'est que la majorité des actes que l'autre m'a fait, c'est toujours pour mon bien. Mais si j'ai pas de crédit de confiance, par contre, j'ai un crédit de reproche, j'ai un crédit de négation, j'ai un crédit d'insulte. Ouais, comment tu crois que même quand je vais dire quelque chose d'intelligent et de gentil, ça va bien passer? Ça passera pas, puisqu'il n'y a pas de réceptacle, il n'y a pas de bête qui boule. Alors les gens ne comprennent pas. Je dis, mais écoutez, Rav, je n'ai fait que dire la vérité. D'accord. Mais même Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu créer le monde, selon la Midatadin, ouais, la rigueur, il l'a enrobé de Midata Rahamim. Sinon, ça ne passera pas. Même quand vous prenez un médicament, vous savez que l'effet actif, l'agent actif, c'est 1%. Donc il y a 99% d'excipients. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? Toi, tu dis, maintenant, j'ai pas besoin de manger tout ce sucre pour avoir le médicament. Il dit, ben, essaye de le prendre sans rien. Et celui-là, pourquoi tu crois qu'on l'avale avec une capsule? Avec une gélule? Parce que essaye de l'ouvrir, c'est dégueulasse. C'est amer. C'est normal. Parce que c'est ta mère qui te l'a conseillé. C'est ta mère. Il y en a qui prennent pas le maror à Pessah. Parce qu'ils ont l'amertume en face d'eux. C'est pas grave. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que l'excipient est toujours plus nombreux, en plus grosse quantité que l'agent actif. Maintenant, si la remise en cause, c'est l'agent actif, il faut qu'il y ait 99% d'amour, de positivisme, de valeur et d'encouragement pour faire passer 1% d'agent actif. C'est comme les gens qui parlent jamais à leurs enfants, sauf pour faire des remarques. C'est quoi cette jupe? Comment t'as eu en maths? Ah, je suis déçu, t'arrives en retard. Non, tu dois dire je t'aime, je t'adore, t'es extraordinaire, que t'es belle, ça te va bien, t'es complice avec la personne. Et après, t'entends, tu dis, tu sais chérie, la vérité, cette jupe, j'ai peur que tu attrapes froid. C'est une ceinture? Non, non, c'est une jupe. Ah bon? D'accord? Alors elle va accepter. Elle dit papa il m'aime. Quand il me fait une remarque, c'est par amour. Mais les gens inconsciemment, ils se rendent pas compte, mais ils ne parlent que pour faire des reproches. Du coup, ça passe pas. Donc encore une fois, si tu es dans une logique soi-disant de bonne intention, il faut que tu te donnes les moyens que ça arrive. Donc si tu ne donnes pas les moyens, si au fond tu veux que ça n'arrive pas, alors pourquoi tu t'étonnes du résultat puisque tu as tout fait pour que ça marche pas? C'est ça qui est bizarre. Encore une fois, ça n'est possible que quand tu as la projection, tu t'écoutes parler, tu te regardes vivre et tu dis, allez, tu sais quoi, je vais réfléchir. Combien j'ai fait de compliments cette semaine? 0. Alors comment tu veux que ça passe? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique. Quand vous prenez une bouteille d'eau et que vous la videz, elle se remplit d'air. Vous savez ça? Comment elle s'est remplie d'air? Pourquoi? Parce que c'est une loi physique. La nature n'aime pas le vide. Donc dès que vous enlevez l'eau, l'air il réfléchit, il dit j'y vais pas, j'y vais pas. Non, il y va. Donc en fait, l'air est venu parce qu'on a enlevé l'eau. Vous avez compris ou non? J'ai essayé, il manque pas d'air, dégonflé, l'air de rien. Mais ça veut dire, c'est un très grand ridouche. Vous savez, c'est pas parce que je formule les choses de manière rigolote qu'elles sont pas intelligentes. Parce qu'il y a même ridouche dans la blague, c'est vrai. Prenez le temps d'y réfléchir et vous verrez que vous pourrez faire un doctorat de philo avec les blagues. En fait, celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Donc celui qui a mis la mauvaise ambiance, c'est celui qui n'a pas mis la bonne ambiance. Celui qui a créé la manque de confiance, c'est celui qui a mis les soupçons. Celui qui a mis la Touma, c'est celui qui a enlevé la Torah. Vous suivez ou non? Ça veut dire que tu es responsable de ce que tu produis, même si c'est indirect. Maintenant, pour se rendre compte de ce que tu produis, il faut que tu sois en projection de toi-même et que tu te regardes vivre. Ça s'appelle l'implicite. Tu dis, non, franchement, j'y ai pas pensé, je pensais pas que ça arrivait à un truc pareil. Ils disent, Ezeu Chacham Aro et Anolad, qui est le sage? Ouais, celui qui voit l'avenir.
Donc le Hmar, c'est qui? C'est celui qui voit le présent. Il faut se projeter. Il faut voir loin. Il faut avoir 3 ou 4 coups d'avance. Il faut avoir l'anticipation qui vient de l'expérience. Parce que toi, normalement, tu as déjà fait ta crise d'ado. Donc tu ne vas pas être choqué par la crise d'ado de tes enfants. Tu ne vas pas être choqué que tes enfants te cachent des choses, alors que toi, tu en as caché tellement à tes parents. Et quand tes enfants ils viennent te dire « Ah papa, c'est très dur avec les petits », et toi tu dis « Combien j'ai prié pour que tu le comprennes un jour ?» Ce que j'ai vécu avec toi. D'accord? Mida keneged mida, baba. Rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez compris que quand quelqu'un il est dans une dynamique active et positive de produire de la communication de remise en cause, en fait, il doit mettre 90% d'excipient. Il doit mettre un lekaf zechut extraordinaire, un jugement positif. Il doit aussi remettre le contexte de la situation. Pourquoi? Parce que quand moi je me permets de te faire une remarque, c'est parce que moi je pense que je suis tzaddik et toi que tu es rachat. C'est ça, oui? Parce que tu vois, celui-là, il est Mechalel Shabbat. Tu dis c'est un rachat, mais toi, grâce à Dieu, tu es Shomer Shabbat, donc tu es un tzaddik. Mais réfléchis bien. Si toi, tu es plus racham, donc tu es plus connaisseur, comme tu es plus connaisseur, donc quand tu fautes, tu le fais plus en connaissance de cause. Donc tu es plus méside, donc tu es plus rachat. Lui, il est moins érudit, donc il connaît moins. Quand il connaît moins, donc il est moins conscient de la gravité. Comme il est moins conscient de la gravité, il est plus shogeg. Comme il est plus shogeg, il est plus sadique. Donc celui-là qui connaît moins, il est plus sadique que toi, qui connaît plus que tu es plus rachat. Ah, tu dis, mais c'est grave. Alors il vaut mieux ne pas apprendre. Ouais, c'est une école qui a été retenue par tous les gens qui vivent très proche du sol, ce qu'on appelle Amé Haaretz. On les reconnaît parce que quand ils marchent sur la pelouse, ça les gratte sous les bras. En fait, c'est l'herbe. Regarde. C'est Adam Mina Adama. Ouais. Ou alors Ish. Ish. Aleph Shin avec un Yud. Le Yud, c'est la Chokma et Esh, c'est une créature de feu. Tu décides. Ou tu es El Ish ou tu es Adama. C'est un curseur. D'accord. Donc maintenant, quand moi, je veux aider quelqu'un à grandir, d'accord? Alors on a dit, je fais cet effort-là. J'ai fait cet effort de dire, quel est mon projet? Je veux rapprocher cette personne d'Hachem, je veux aider cette personne à grandir, je veux qu'elle rencontre son potentiel, je veux qu'elle se réalise, je veux qu'elle soit épanouie, je veux qu'elle soit heureuse. Réfléchis bien à ce que tu veux. Parce que ce que tu veux, c'est ça ce qui va sortir, mais derrière chez Rotse Leler Molichin Auto. Mais si ta pensée n'est pas claire, ou si les moyens que tu te donnes ne sont pas clairs, ou si les circonstances elles sont mal choisies, ou si le ton que tu emploies il est mauvais, c'est sûr que ça va mal se passer. Et là, tu croyais que tu faisais une misva, en fin de compte, tu fais une avera. C'est pour ça que c'est marqué Ochiar Tochiar, Vélo tissa à la fret. Tu ne devras pas supporter l'avera, parce que toi, disons que toi, tu es venu pour faire une misva de l'empêcher de fauter, et en fin de compte, tu l'as dégoûté de la religion. Alors, toujours dans ce cours, je vous raconte deux événements, 2 histoires, et après je vous laisse tranquille parce que ça fait plus d'1h30 que vous subissez mes attaques. Plus d'1h30. Là, il y a 1h23, mais il y avait déjà 10 minutes en plus. Mais j'ai fini. Écoutez bien, ces 2 histoires, elles sont incroyables. Un jour, je fais un cours comme ça sur la réprimande. Et il y a un monsieur qui vient me voir. Ah non, j'ai fait un cours sur Shabbat. Et j'ai fait le cours sur Shabbat. Et le gars, il m'a dit, Monsieur Benchetrin, je voulais vous dire, vous m'avez réconcilié avec Shabbat. Ça fait 30 ans que je fais plus Shabbat et je vais prendre sur moi de reprendre le Shabbat. Je suis Kol HaKavod, merci beaucoup, bravo de lutter contre votre etc. 30 ans de Chilul Shabbat. J'ai mis juste par curiosité pour pas mourir idiot. Pourquoi vous avez arrêté de faire Shabbat? Il m'a dit, je vous dis la vérité, à l'époque, on est rentré d'Algérie ou de Tunisie ou je sais pas quoi, et on avait l'habitude de porter là-bas parce que on ne savait pas, il y avait le Mela, il y avait le Hérouf. Et le premier jour, je suis arrivé à Paris avec mon talit, je suis rentré à la synagogue. Et il y avait le Shamash là-bas. Il m'a vu arriver avec mon talit. Il m'a dit, quoi, tu portes le Shabbat? Il a dit, Nevela, Mouchrat, Racha, pourriture, sale race, ignorant, débile. Il m'a tellement mis Chouma, je suis pas retourné à la synagogue. Je suis parti, je suis pas retourné à la synagogue pendant 30 ans. Bon, je lui ai dit, je suis content que Baruch Hashem, maintenant vous êtes revenu et tout ça. Ok.
maintenant peut-être un mois plus tard, je fais ce cours-là sur la réprimande. Et il y a un gars qui vient me voir, un petit vieux comme ça, il me dit en tout cas, monsieur le rabbin, bravo pour ce que vous faites. Hein. Parce que moi-même, personnellement, hein, j'étais chamash dans une synagogue. Et quand il y avait un gars qui rentrait avec le talit, il fallait voir ce que je lui mettais. Ah, j'ai fait cette mitzvah de la réprimande. Alors je lui dis, mais j'espère que vous n'avez pas envisagé d'emmener un chauffage avec vous après la mort. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que ça va être très chaud. C'est que le gars, il a dégoûté des milliers de personnes du Shabbat, mais il est sûr qu'il a fait une mitzvah. Donc c'est quoi l'idée? C'est que des fois, tu fais exactement l'inverse que tu veux produire. Alors tu l'as fait avec quelqu'un de l'extérieur, c'est une chose. Mais quand tu le fais avec tes enfants, quand tu le fais avec ton conjoint, c'est beaucoup plus grave. Et la deuxième histoire, c'était en Amérique, et il y avait un rav qui était en train de faire une dracha sur l'importance du Shabbat. Et puis il parle, et puis pendant qu'il raconte, il dit, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à l'époque à Radin, dans la ville du Chafetz Chaim. Qu'il y avait un Bachur Yeshiva qui était à la Yeshiva de Chafetz Chaim. Il était très jeune. Et malheureusement, cet enfant, il a eu un gros Yetzirah, il a été Mehalel Shabbat. Il a transgressé Shabbat. Et il a été convoqué dans le bureau du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, c'est le grand de la génération. Et quand il était dans le Chafetz Chaim, il était sûr que le Chafetz Chaim, il allait le crier, il allait l'insulter, il allait le maudire. Tu m'as pourri la Yeshiva, tu m'amènes le Hilul Hashem, tu m'as enlevé la Shekhinah. Il croyait. Et le Chafetz Chaim, pas du tout, il lui a pas parlé comme ça. Et en même temps qu'il est en train de parler, il y avait au deuxième rang, il y avait un petit vieux. Et le petit vieux, il devient tout blanc. Ouais, et après, il devient livide. Ça veut dire que ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas utilisé son lit. D'accord? Et il s'évanouit. Tout le monde s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Ils amènent la zaka ou la baka ou la kaka. Et il réveille le truc. Et le gars, il reprend ses esprits et tout ça. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas bien? Il a dit non. Il a dit, le jeune homme dont vous parlez, c'est moi. C'est moi, j'étais avec le Chafetz Chaim, j'ai fait ce Hilul Shabbat. Et le Chafetz Chaim, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, il m'a rien dit. Il m'a tenu la main, en pleurant. Il a dit, Shabbos, Shabbos. Et les larmes du Chafetz Chaim sont tombées sur ma main. Il a dit, 75 ans après, j'ai encore la brûlure. Ça veut dire quoi? C'est que tu vois, la plus belle tochacha, ouais, ce qui compte, c'est pas ce que tu vas dire, c'est ce que l'autre va ressentir. Maintenant, des fois, un regard, et l'enfant, il a compris. Ouais. Des fois, une tronche, et l'enfant, il a compris. Des fois, un mot. Des fois, un discours. Des fois, tu racontes une histoire, mais et l'autre, il se sent concerné. Des fois, tu fais une guémara. Ouais, et tu dis, tiens, alors, donc, le gosse, il est né avant le guet, donc il est mamzer. Le gars, il dit, oh, je suis mamzer. Ma mère, elle avait pas reçu le guet, d'accord? Donc, tu n'as pas été violent, tu n'as pas été agressif, tu n'as pas été intrusif, tu n'as pas été destructeur. Tu as mis l'autre en situation de connaître. D'accord? Ça s'appelle Tochacha, ça veut dire c'est une information. C'est que la mitzvah Tochacha, en fait, c'est une mitzvah d'enseignant, d'un enseignant. Maintenant, si un enseignant, il frappe les élèves, il les insulte et il les maudit, après il dit, je comprends pas, il y a des mauvais résultats en classe. Non, c'est que tu mets l'enfant en situation de comprendre. Maintenant, encore une fois, si tu vas inciter, tu as une chance sur deux que ça soit mal pris, mais si tu vas susciter, alors la chose, elle apparaît, et tu vois dans les yeux que la personne, elle a compris, et ça y est, la Tochacha, elle est faite. Pour ça qu'elle doit être basée sur Ve'ahavta l'erecha kamocha. Vous avez compris l'idée? Voilà. Moi, je m'arrête parce qu'il est très très tard. Donc, juste avant de vous laisser partir, parce que vous l'avez bien mérité, deux choses. Premièrement, c'est que on a amené avec Shimshon quelques livres et quelques packs Shalom Beit et packs éducation. En fait, ce sont des clés USB avec un programme de 25 pages qui explique. D'accord? Vu la moyenne d'âge, vous pouvez l'offrir à vos enfants. Mais, non, je rigole. Mais, j'exagère. C'est peut-être les petits-enfants, peut-être. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que ce sont des outils, vous pouvez les utiliser. D'accord? Ne les commandez pas sur Internet, on ne vous les enverra pas, parce que ça revient plus cher que ce que ça... Ouais. D'accord, ça c'est une chose. Deuxièmement, si quelqu'un peut me déposer à Beit Vegan, Kolakavod, et Shimshon, si quelqu'un peut le rapprocher de Baka, Kolakavod. Voilà. Et troisièmement, on rappelle... Donc, et deuxièmement, on rappelle que le cours était... donc les Ilou Nishma de Philippe Eliaou Twitou Ben Florence Pnina, Amen, Yaakov Ben Esther, David Edouard Ben Maïcha, Maïcha, excusez-moi, Suzette Rachel Bat Esther, Levana Abigail Bat
Carole Rachel, Georgette Sarah Bat Pnina, Simone Betkia Bat Esther, Yael Joël Dana Bat Nina Fernande, mon père Avram Shimon Ben Simcha, Eliaou Ben Aïcha Israël Ben Aïcha, le Rav Chaim Zvi Ben Rav Yehuda Rosenberg, dit qu'on lui bracha. Et Sarah Bat Avraham et Meir Ben Sion.